Bienvenue dans la nouvelle émission littéraire d'Acadème. On se retrouvera une fois par mois autour de 5 livres récemment parus. Et si le chiffre 5 livres vous rappelle quelque chose, ce n'est pas tout à fait un hasard. Avec 3 invités et puis 2 surprises en fin d'émission, 2 coups de cœur. Leur point commun, c'est peut-être la recherche de l'obscur sentiment des origines, et puis aussi le fait qu'on a le droit de refuser ou de choisir son identité. Donc aujourd'hui, nous recevons Joachim Schnerf pour le Cabaret des Mémoires, qui vient de paraître chez Grasset, Emmanuel Ruben pour les Méditerranéennes, aux éditions Stock, et puis Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson, qui paraît dans la collection Ma nuit au musée, chez Stock. Bien, Lola Lafont, si vous voulez, on va commencer avec vous. C'est un livre qui est paru dans une collection, oui. Ma nuit au musée, ma nuit, et non pas une nuit au musée. C'est une commande ? Non, ça n'est pas une commande parce que c'est une ouverture, je dirais, c'est la proposition d'écrire un texte dans cette collection. Vous en faites ce que vous voulez. D'une certaine façon, moi, j'ai tordu le cou à la collection parce que je suis allée dans un musée où il n'y a rien à voir. Un musée qui n'est pas un musée. Il n'y a pas de contemplation, en fait. On n'est pas dans la contemplation puisque c'est plutôt ce à quoi j'ai fait face qui m'a contemplé. Alors cet endroit qui est assez particulier, oui. Votre choix, moi, ne m'a pas étonné. Si on a lu vos précédents livres et si on connaît un petit peu votre biographie, il ne m'a pas étonné et on va découvrir pourquoi. C'est donc la maison, j'ose pas dire le musée, oui. Anne Frank à Amsterdam, que certainement beaucoup de téléspectateurs d'Acadème ont déjà visité. Vous connaissiez l'endroit ? Oui, j'étais allée en touriste il y a une quinzaine d'années, mais rapidement, parce que quand on le visite normalement, on a un temps imparti, en fait, on passe. Oui. Et là, je suis restée. Là, vous avez eu, c'est un privilège, de passer donc une nuit de 21h à... De 21h à 7h30 du matin. Absolument seul ? Oui, enfin, sauf pour la vigile, en fait, qui était là. Il y a un gardien ? Oui. Mais il a été discret ? C'était une femme, elle est venue à un moment donné pour m'indiquer le chemin pour passer de l'annexe au musée contemporain. Parce que vous avez choisi l'annexe. Oui, j'ai voulu passer une nuit vraiment dans le lieu, au cœur du lieu où ont été cachés les Franks, où se sont cachés les Franks et l'autre famille, parce que je trouve important d'expérimenter le lieu dans cette histoire, de revenir vraiment à la contrainte par le lieu, par ces murs-là. Mais est-ce que vous saviez à l'avance ce que vous vouliez écrire, ce que vous alliez écrire ? Il y avait un projet d'écriture ? Pas tout à fait ? Pas tout à fait, parce que justement, je voulais quand même que l'expérience puisse déranger un peu un plan, sinon je n'aurais pas eu besoin d'y aller. Donc, je crois que ce qu'il y avait comme plan, en tout cas, c'était un pacte je pourrais pas dire de vérité, parce que ça n'a pas de sens pour moi quand on écrit, mais en tout cas d'exactitude. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Alors, puisque vous parlez, Lola Lafont, d'exactitude, rappelons, même si beaucoup de gens le savent, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette annexe ? Parce que le journal d'Anne Frank est très connu, j'allais dire tout le monde l'a lu, ou presque, mais il faut quand même rappeler des choses. Oui, l'annexe, ce sont ces pièces, ce sont des combles en fait qui sont situés au-dessus de la petite entreprise du père de Anne et de Margot Frank, Otto Frank, à Amsterdam, et c'est là... ce sont ces quelques pièces qu'il a aménagées au fur et à mesure quand il a senti la menace se rapprocher, à partir de 1941-42, et c'est là où ils se sont cachés pendant 25 mois. Donc dans moins de 45 mètres carrés ? Oui, moins de 45 mètres carrés sur 2 étages. Les pièces sont très très exiguës, et c'est devenu un musée en 1960 quand Otto Frank, qui est le seul rescapé qui est revenu d'Auschwitz, est revenu, il a accepté quelques années plus tard que ça devienne un musée, à seule condition que ça reste vide. On va revenir au vide et au silence et à l'absence, mais cette maison, pour que les gens visualisent bien, ils n'en sont pas sortis pendant presque 2 ans. Ah oui, il y a vraiment, c'est important de réaliser que toutes les fenêtres étaient calfeutrées pour pas qu'on les voie, évidemment. Donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière. Et effectivement,
ça aussi, c'est très difficile de l'imaginer, même en passant une nuit là-bas. L'existence des Franks, c'est une existence de contrainte absolue, physique, privés d'air, privés de lumière, privés de mouvement. Ils étaient quand même nourris. Ils étaient nourris puisqu'ils avaient mis dans la confidence 4 des employés de Otto Frank, qui leur apportaient à manger, mais pas seulement, qui leur apportaient aussi des lectures, qui les tenaient au courant de ce qui se passait dehors. Effectivement, il y a une sorte de circulation entre l'entreprise, la petite entreprise, et l'annexe. Et finalement, c'est une histoire à 12, cette histoire. Ils ont été dénoncés? Ils ont été dénoncés, oui, on ne sait pas par qui. Bon, il y a une controverse sur le délateur. Il y a un livre douteux qui a été publié l'an dernier, qui révélait qui les aurait dénoncés. Il n'y a aucune preuve de cette histoire. Et puis j'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas le sujet pour vous. Non, non. D'ailleurs, vous l'abordez pas ou presque pas. Non, parce que on ne sait pas qui les a dénoncés et pourquoi. Le directeur du musée avait une autre théorie qu'il avait partagée avec moi quand j'y suis allée. Lui, il pensait que, comme quand les nazis sont entrés, ils ont mis du temps à arriver jusqu'à l'annexe. C'est pour ça qu'il ne pense pas qu'il y a eu dénonciation. Il pense, et c'est beaucoup plus tragique, il pense qu'ils sont venus parce qu'il y a eu des employés qui faisaient du trafic, du marché noir avec des tickets, et qu'il a été mis au courant, la Gestapo a été mise au courant de ça, et qu'ils sont allés visiter toutes les pièces, et qu'à un moment donné, ils sont arrivés devant la fausse bibliothèque, et qu'il y avait des traces au sol. On voyait qu'elle avait été ouverte et fermée, et là, il a demandé à ce qu'on ouvre. Et malheureusement, on pense, théorie peut-être, qu'ils ont été découverts par hasard. Alors, est-ce que vous avez senti quelque chose comme de la claustrophobie en passant une nuit là-bas? Non, je n'ai pas senti de claustrophobie. Ce que j'ai senti, c'était quelque chose de... effectivement, je trouvais que sa chambre était trop peuplée pour pouvoir y entrer, et je ne me sentais pas la légitimité d'y entrer parce que c'est pas la question des visiteurs, en fait. Je trouve ça formidable que des millions de gens visitent cette chambre. Simplement, il y a une focalisation autour de ce lieu qui m'a beaucoup interrogée. Parce que le cœur de l'histoire n'est peut-être pas la chambre dans laquelle elle a été si contrainte, mais plutôt le texte qu'elle a écrit, à mon sens. Pour vous, on en revient toujours au journal? Oui. Vous dites ça parce que vous êtes écrivain? Je dis ça parce qu'elle a tellement bataillé pour l'écrire. Je dis ça parce que c'est ce qui nous reste d'elle, et que comme elle a voulu, et ça c'est important, elle voulait écrire un récit, puisqu'elle a choisi de réécrire tout son journal en mars 44, dans l'annexe, quand elle a entendu le discours d'un ministre à la radio qui demandait aux habitants de conserver leurs écrits pour faire preuve, elle s'est tout de suite dit que son journal pourrait être un récit, et pas un journal. C'est-à-dire qu'elle l'a réécrit, et tous ses choix sont des choix littéraires. C'est-à-dire le choix de s'adresser à Kitty, un personnage fictif, c'est un choix littéraire. Le fait qu'elle choisisse d'enlever certains passages, le fait qu'elle donne des pseudonymes aux gens qui sont dans le récit, parce que finalement ils deviennent des personnages. Donc lui enlever sa démarche, pour moi, c'est vraiment une seconde mort. Est-ce qu'il est indispensable, selon vous, d'être juif pour éprouver les mêmes sentiments que vous éprouvez dans votre livre vis-à-vis d'elle et vis-à-vis du lieu? Parce que tout de même, c'est un lieu qui est chargé de symboles, chargé d'histoire. C'est une sacrée question. Ah oui, ben oui, mais... c'est une sacrée question parce que j'ai très vite pensé que j'étais une très mauvaise personne pour écrire ce livre, dans la mesure où justement je suis juive, et je suis une piètre juive, peut-être parce que pendant des années, peut-être jusqu'à il y a quelques années, je ne voulais pas, je n'étais pas juive avec grande facilité, et que je n'abordais pas le sujet dans mes livres, et que donc ça n'avait pas vraiment une place simple. Je ne sais pas si c'est possible. Et donc, peut-être que... Je ne sais pas s'il faut être juif pour vraiment embrasser l'ampleur de l'absence, en fait, dans cette maison, et en particulier oui, c'est ça, du vide, en fait, qui est si prégnant. Mais je suis sûre qu'il faut savoir se pencher sur l'abîme. Alors, est-ce que c'est juif? Je ne sais pas.
dans votre cas, juive, originaire, c'est la moitié de ses parents, de Roumanie. Alors, c'est un peu compliqué. Ma mère est russo-polonaise, juive, russo-polonaise. Donc, mon grand-père était russe, ma grand-mère polonaise, et mon père était français. Et il y a vraiment, du côté de ma mère, il y a l'absence réelle d'une partie de la famille, puisque la plus grande partie de ma famille est morte dans les convois qui menaient à Auschwitz ou à Auschwitz, et que moi, pendant des années, j'ai voulu échapper à cette histoire et je ne voulais pas en faire partie, en fait, vraiment très clairement. Je n'avais pas envie d'en faire partie. C'était même plus fort que ça, c'était pas possible d'en faire partie. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'écriture qui permette de trouver quelque chose dans le vide, en fait, qui est comme une trace. Vous le dites bien dans votre livre, Lola Lafont, beaucoup de gens se sont appropriés Anne Frank, oui. Que ce soit des écrivains, bien avant vous, des journalistes, n'en parlons pas, mais aussi des cinéastes, des producteurs de comédies musicales, tout le monde. Est-ce que c'est pas aussi votre cas? Vous vous l'êtes approprié d'une certaine manière? J'espère que non. C'est une question. Au début de ce projet, il y avait vraiment une ou deux obsessions. J'ai été très 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 obsédée par deux choses. La première, c'était de ne jamais faire preuve d'obscénité, et c'est vraiment le mot. Je me disais que tout était obscène rapidement quand on le met en face des Franck, en face d'Anne Frank. Et donc, il ne faut jamais être en parallèle, jamais. Je ne voulais jamais écrire en comparant une situation. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'impossible, et ne jamais me l'approprier. Et donc, elle devait toujours être au cœur de ce récit, toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a des digressions, mais elles ne doivent jamais être trop importantes. Ça, c'était vraiment quelque chose de quasiment technique pour moi de ne pas... Les digressions? Oui. Et pourtant, vous parlez de vous-même. Oui. C'est aussi un livre sur vous. Finalement, un petit peu, comment trouver une place dans cette histoire? Sur un lit de camp? Moi, j'ai beaucoup marché. Je me suis pas allongée, mais j'ai beaucoup marché parce que j'ai vraiment compté le nombre de pas dont elle disposait. Et je me suis dit, voilà, le voyage de cette jeune fille, c'est 40 pas. Une quarantaine de pas entre sa chambre, la sortie, sa chambre et le grenier. Et que tout le voyage, il avait lieu dans l'écriture, dans le geste d'écriture, c'était ça, le voyage. Jusqu'à Auschwitz et Bergen-Belsen, où elle est morte du typhus. Oui. Et je trouvais important, parce que je trouvais important d'en parler, et là encore, je ne savais pas comment. C'est-à-dire que sa vie est extrêmement documentée, vu le peu de choses, le peu de temps où on l'a, entre guillemets, connue. Il y a énormément de choses sur sa vie, et puis il n'y a rien sur sa mort. Et sa mort est comme absente du récit. Alors évidemment, moi j'ai l'impression que si ce livre, le journal d'Anne Frank, est tellement lu, c'est aussi pour ça, c'est parce que c'est un livre qui n'est pas sur la Shoah. Elle ne peut pas écrire sur la Shoah parce qu'elle la vit. Et donc on n'a pas le récit des camps qu'elle a traversés. Et pour cette raison-là, on peut le lire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose elle fait un petit peu, d'ailleurs c'est une icône, c'est un peu expiatoire. On peut la lire et dire qu'on a lu sur la Shoah, mais elle l'a vécue. Elle ne peut pas nous la raconter. Et non, et pour cause. Eh bien sûr. Et donc je me disais que la page où je voulais évoquer sa mort et celle de Margot Frank, parce que je pense que c'est important de dire comment elle est morte, de dire que c'est un corps atteint du typhus, décharné, sans cheveux. Il faut se reposer sur les témoignages des femmes qui l'ont croisée à Bergen-Belsen. Et hier, j'ai vraiment envie de le dire parce que c'était hier, j'étais au mémorial de la Shoah pour une rencontre. Et une dame est venue me voir et m'a dit que sa mère, qui était déportée à Bergen-Belsen, a vu mourir Anne Frank, était à côté. Et forcément, il y a eu des gens qui étaient à côté d'elle. Et elle m'a raconté quelques détails. Et pour écrire cette page, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas, évidemment, être dans le pathos, absolument pas être dans une écriture fictionnelle, j'ai envie de dire, rien ajouter. Et donc, pour toutes les pages qui parlent du trajet des Franks de Westerbork à Auschwitz, à Bergen-Belsen, j'ai voulu m'en tenir aux faits, aux chiffres, ne pas ajouter d'adjectifs, ne pas être dans une complaisance quelle qu'elle soit.
Voilà, c'est juste à cette condition-là, en tout cas, que moi, comme juive, je peux approcher l'écriture sur la Shoah. En tout cas, c'est une très belle méditation aussi sur le silence, sur la solitude et sur l'absence, mais de manière universelle. Je ne sais pas, j'ai toujours un souci avec, mais peut-être que c'est idiot avec le terme d'universalité quand on parle d'Anne Frank, parce que j'ai envie de dire que tout son malheur, post-mortem, il vient de ça. Il vient de cette volonté qui était celle des Américains quand ils l'ont adopté. Oui, mais ça, c'est une récupération qui ne lui appartient pas, qui n'est pas de son fait. Non, ce n'est pas du tout de son fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une rockstar. Elle n'a jamais voulu, elle n'a pas contribué à l'élaboration de ce mythe-là. Oui, mais en revanche, ce dont elle est responsable, c'est son texte, ce qu'elle a écrit. Et sa portée universelle, ça montre la réussite de ce texte. Aussi. Oui, dans ce même sens, s'il s'agit de la particularité d'une... C'est vrai, et d'une façon très étonnante, parce que si on a voulu la réduire à une sorte de récit adolescent, s'il a été vraiment vendu de cette façon-là, on voit bien que c'est pas du tout ça qui en reste. Pas du tout. C'est d'une maturité parfois politique étonnante. Les réflexions qu'elle fait sur la guerre sont incroyables. Ce qu'elle aperçoit finalement au travers en soulevant le feutre qui recouvre les fenêtres, les déportations dont elle entend parler à la radio, et puis même son analyse des couples, l'analyse du très cruel qu'elle fait de ses parents est très intéressante. Surtout pour une fille si jeune. Mais oui. Alors, je ne donnerai pas la clé du titre, qui est surprenant quand on connaît le sujet. Quand tu écouteras cette chanson, vous le saurez en lisant le livre. C'est vers la fin. Merci Lola Lafont. Merci. Évidemment, on va continuer à tourner autour de tout cela. C'est une nuit. Vous avez passé une nuit. Oui. Eh bien, votre voisin de droite, Johann Schnerf, a également passé, c'est pas qu'il a passé une nuit, c'est qu'il nous fait passer une nuit finalement, avec le cabaret des mémoires. Bon, c'est un peu particulier quand même, cette nuit. C'est une nuit particulière pour le narrateur Samuel, parce que c'est la nuit pendant laquelle il va prendre conscience qu'il est devenu père. Donc c'est l'histoire d'un jeune père. Et c'est vrai que le point de départ de l'écriture de ce texte, c'est cette question de la paternité. Quand est-ce qu'on devient père? Et pour Samuel, finalement, cette bascule, l'entrée dans la parentalité, c'est lors de cette nuit, cette fameuse nuit, qui borne ce roman. Ce roman, au départ, s'appelait pas Le Cabaret des Mémoires, si? Parce que j'ai quand même remarqué que dans votre dédicace, vous marquez sous le mot mémoire, Cabaret des névroses. Ça aurait été un très beau titre. Je ne sais pas si votre éditeur aurait apprécié. Je sais pas si mon éditrice aurait été d'accord, mais je pense que pour moi c'est un cabaret de névroses. Des névroses. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait on se rend compte que dès la naissance, ce petit bébé juif qui naît, le bébé de Samuel, dès le départ, il y a cette chanson qui va revenir tout au long du roman, ce chant du soir, dont on parlera peut-être plus tard, qui est un chant scout. Quand demain reviendra la lumière, on peut en parler dès maintenant peut-être. C'est le chant des Ésaïe, voilà, le chant des éclaireurs Israël de France, voilà exactement. C'est cette chanson comme ça qui me renvoie en tout cas à ces étés scouts et qui en fait est une berceuse dans le roman. Alors là, c'est peut-être le seul pont autobiographique avec ma propre vie. J'ai eu le bonheur ou le malheur pour eux d'endormir mes enfants avec ce chant du soir dès leur premier jour de vie. C'est une lourde responsabilité. Exactement. Et voilà, d'où ce cabaret des névroses peut-être. Voilà, comme ça, on plante une forme peut-être de noirceur, en tout cas, voilà, un début d'identité complexe, je trouve, dès l'enfance. Et c'est ce cabaret-là qui en fait mêle la joie et qui mêle à la joie qui vient partager aussi le grand malheur de Rosa et l'histoire de son peuple et sa propre histoire intime. Dans les camps notamment. Alors ce cabaret, il est à Shtetl City, donc dans le Texas. Exactement. Tout ça va surprendre beaucoup de monde. N'allez pas vérifier sur Google Maps, a priori ça n'existe pas. Je me doute bien qu'il n'y a pas de ville de ce nom. Bon, mais c'est quand même avant tout une histoire de transmission, sur la transmission. Exactement, c'est en fait une interrogation sur la transmission, parce que donc Samuel, ce narrateur, dès la naissance de son enfant, se pose cette question de la transmission, comment transmettre, comment raconter à son enfant qui vient de naître. Et j'ai l'impression que ce livre pose une question et essaie déjà d'y apporter une réponse avec le rôle de la fiction pour transmettre, le rôle de l'histoire
pour, d'une manière narrative, essayer d'amener les prochaines générations vers une connaissance avec laquelle ils n'auront plus de lien direct, car les derniers rescapés malheureusement sont en train de disparaître. Et votre héroïne, Rosa, est la dernière rescapée d'Auschwitz, exactement, encore en vie. Et c'est vrai qu'à la fin du roman, alors la fin est ouverte, mais on se demande si cette dernière rescapée va survivre une nuit de plus et si elle va elle-même revoir la lumière ou non. Et c'est cette question-là de la 4e génération qui vient au monde et des derniers rescapés qui sont malheureusement en train de disparaître. Votre héroïne, Rosa, elle est très pudique. Elle veut pas parler. Non, elle est pudique. Alors, elle est pudique en tout cas publiquement. Oui. C'est vrai que l'une de ses particularités dans ce cabaret, qu'est-ce qu'il s'y passe à la fin de la nuit, quand le cabaret va fermer ses portes, elle monte sur scène elle-même pour raconter son histoire. Elle raconte l'arrivée de la Pologne vers la France quand elle était enfant. Elle raconte le grand fantasme d'assimilation à la française, la langue française, et puis la rafle, et puis la déportation, et le reste, elle ne le raconte pas. Elle va l'énumérer, mais le reste, elle ne peut pas le raconter sur scène. Et par là, j'ai essayé d'ouvrir une interrogation qui est celle de cette assignation des témoins à témoigner. Parce que voilà, elle fait partie des dernières, si ce n'est la dernière. Est-ce que pour autant on peut la forcer à témoigner? Est-ce qu'elle doit avoir cette responsabilité-là? Car pour survivre, elle est passée par des moments qui sont en dehors de la morale, en dehors de l'humanité, dans les camps. Elle n'a pas survécu, elle a survécu à un prix, pardon. Et ce prix-là, elle n'a pas forcément envie de le raconter sur scène et de le déclamer. Et je trouve que c'est une double peine pour les rescapés de les renvoyer à ça, alors que ces rescapés éventuellement cherchent des réponses lorsqu'ils témoignent et on les accable de questions et de questions. C'est drôle parce que quand on vous lit, on a l'impression que pour vous, si l'histoire n'est pas racontée par les témoins, elle n'est pas crédible. Mais aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, elle était racontée par les témoins, notamment pour l'histoire de la déportation et de la Shoah. Ça n'a pas empêché le négationnisme. Le négationnisme était présent le lendemain de la guerre. Déjà, quand on regarde les écrits dès 46, des écrits de Morand qui vont bientôt réapparaître, on sent que l'antisémitisme, le négationnisme est là déjà à ce moment-là. Donc je pense pas que j'essaye d'apporter une réponse à un négationnisme nouveau. Le négationnisme est là depuis la guerre, en fait, depuis la Shoah. Oui, il n'a jamais cessé. Il n'a jamais cessé, non, il n'a jamais cessé. La vraie nouveauté, c'est que là, les témoins physiques ne sont plus là pour être des contradicteurs qui ont vécu eux-mêmes, qui ont survécu à ces camps, qui peuvent raconter. Il va falloir, je pense, trouver des nouveaux moyens de pallier à cet argument qui est un mauvais argument, certes, mais qui est un argument quand même, de dire, voilà, ceux qui ont vu ne sont plus là pour raconter. Même en montrant, je me souviens plus si dans votre livre, Rosa a son matricule encore sur la peau. Elle l'a, en fait, d'ailleurs, c'est le seul moment où Samuel va voir sa grande-tante, c'est en sortant d'un cimetière pour l'enterrement de son grand-père. Et on a l'habitude, en sortant des cimetières, de se laver les mains. Et lorsque Rosa se lave les mains, Samuel est à côté d'elle, et là, il voit le tatouage. C'est une petite scène comme ça, très belle. Vous donnez le numéro? Non. Non. Parce que donner un numéro, c'est déjà fixer l'année, le lieu. Enfin, exactement. Voilà. Le numéro parle beaucoup. Hein, voilà, exactement. Il est très éloquent. Oui. Il s'agit de ses mémoires dans ce livre, mais ce sont plusieurs vies. C'est pas une vie. Elle raconte plusieurs vies. C'est important. Pour moi, c'était important c'est un cabaret, alors des névroses certes, mais aussi des mémoires au pluriel, parce qu'on parle des rescapés depuis tout à l'heure, mais qu'en est-il des gens qui ne sont pas revenus et de leur mémoire à elles et eux? Et c'est vrai que pour Rosa, c'est important de raconter toutes ces mémoires. Et d'ailleurs, quand elle monte sur scène, elle aime se grimer, elle aime mettre des perruques, elle aime se changer parce que elle a envie d'incarner finalement toutes ces mémoires, toutes ces histoires-là, parce que l'idée n'est pas simplement de transmettre une sorte de magma que serait la mémoire de la Shoah, mais c'est de retracer ces vies, de les réincarner et de pas simplement tout mettre, tous ces destins dans une sorte d'ensemble illisible, mais bien retracer chaque parcours, chaque vie, chaque destin, et notamment de ceux et celles qui n'ont pas survécu au camp. Vous avez des déportés dans votre famille? Non, pas directement. Mes grands-parents ont été cachés pendant la guerre. À Strasbourg? Mes grands-parents alsaciens, voilà, sont partis en zone libre pendant la guerre, mais voilà, personne n'a été déporté. Mais vous avez souvent entendu, écouté les témoignages? Voilà, c'est quelque chose qui était très présent pour moi, et écouté, et lu, et vu des documentaires évidemment. Alors, le livre est publié aux éditions Grasset, qui est une maison qui accueille beaucoup de rescapés pour leurs témoignages. Par exemple, en janvier, le témoignage d'Isabelle Choco, par exemple, sera publié. C'est vrai que voilà, j'ai gravité autour de beaucoup de
de rescapés, de leurs témoignages. Marceline Loridan Evans. Et voilà, qui est aussi une figure stellaire chez Grasset. Exactement. Et quand on voit Rosa, on ne peut pas ne pas imaginer justement des figures comme celle de Marceline, avec ses cheveux rouges, cette joie de vivre malgré tout. Et cette Rosa et ce cabaret, pour moi, incarnent cette nécessité de vie, qui est un grand principe juif, de la vie avant tout, malgré le malheur, même si elle n'a pas pu elle-même donner la vie, parce qu'il y a aussi question d'Imre dans le roman. Malgré tout ça, elle monte sur scène et c'est la vie qui gagne. Merci Joachim Schnerf. Alors je rappelle, le roman était intitulé Le cabaret des mémoires. Il paraît chez Grasset. Alors Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes, c'est un roman donc chez Stock. La couverture est magnifique. Merci. Déjà avant même de l'ouvrir. C'est vous qui l'avez choisi? C'est moi qui l'ai choisi. C'est une jeune fille juive berbère qui a été prise en photo dans les années 1890 et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Judaïque Algéria et c'est vrai que je suis tombé tout de suite amoureux. J'ai vu cette photo, c'était je vous comprends parce qu'elle magnifique. Et c'était très délicat parce que je voulais en même temps pour la faire revivre, c'était une photo qui était en noir et blanc, mais je voulais quand même des couleurs parce que je trouvais que le noir et blanc risquait de trop inscrire le livre comme un roman historique ou plutôt comme ou faire croire que ce serait plutôt de l'ordre du récit. C'est une photo noir et blanc qui a été colorisée. C'est ça, c'est une photo noir et blanc qui a été colorisée, mais de façon assez fidèle. On a retrouvé un peu la couleur des costumes d'époque. Alors Emmanuel Ruben raconte dans cette fresque, c'est une fresque. On sent le goût du fresquiste derrière le raconteur d'une famille de séfarades en Algérie de 1837 à nos jours. Enfin une famille. Pas n'importe laquelle, hein. Séfarade, c'est une question. Enfin, séfarade. Parce que séfarade veut dire qui vient d'Espagne. Oui. Mais, puisque séfarade, c'est l'Espagne, vous le savez. Mais comme vous le savez, vous avez écrit mais comme vous le savez, le mot séfarade maintenant embrasse le judaïsme de tout le monde arabo-islamique, sans trop se demander si certains viennent d'Espagne ou d'ailleurs. Mais des fois, on utilise d'autres termes, comme Megorachim. Oui. C'est quand même on risque de pas être compris si on en Israël, on fait quand même la distinction. C'est vrai que ce sont un des propos du livre est justement de dire, c'est pour ça que j'ai tenu à cette photo, de dire que pour une grande partie d'entre eux, ils étaient probablement des juifs berbères. Des berbères judaïsés à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Et la famille que je décris, il y a vraiment des distinctions. Par exemple, entre le côté Zerbib, qui va continuer à s'habiller de façon à l'indigène pendant très longtemps, et puis le côté Atali, qui s'est très vite occidentalisé. Et entre les Zerbib et les Atali, qui sont les deux branches de votre famille maternelle, il y a aussi des Darmon. Si on remonte, parce que vous faites un arbre généalogique qui remonte à la fin du XVIIIe. Qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, oui, puisque le livre remonte lui-même à 1836, qui est le premier assaut contre Constantine, le premier assaut. 1837, même précisément. Vous faites commencer votre histoire. Oui, il y a deux assauts contre Constantine. C'est-à-dire qu'il y a un premier assaut en novembre 1836, qui était un véritable échec. Constantine est une ville de montagne, 600 mètres d'altitude. Ce jour-là, il neigeait. C'était un général qui s'appelait le général Clausel, qui menait l'armée française ce jour-là. C'est un désastre absolu, avec des pertes très, très importantes. Constantine est une ville très difficile à prendre. Des passerelles et des ponts. Oui, à l'époque, il n'y en avait qu'un de pont. C'était le pont qui avait été construit par les Turcs, à l'emplacement même d'un pont qui avait été, en réutilisant en fait un aqueduc romain. On voit encore les ruines de l'aqueduc romain si on va à Constantine. Les Français sont revenus en 1837, en octobre 1837, avec le fameux colonel Lamoricière, colonel des Zouaves, qui va percer la brèche dans la muraille ottomane et qui va faire rentrer l'armée française. Et on dit, les Français disaient qu'ils avaient du sang jusqu'aux genoux quand ils sont rentrés. Il y a un canyon, je disais que c'est une ville très difficile à prendre, il y a un canyon de près de 200 mètres de profondeur. Une bonne partie des habitants de la ville, juifs et musulmans, vont préférer la mort dans le canyon, vont préférer être empalés par les rochers du canyon que par les zouaves, que par les sabres et les baïonnettes des zouaves. C'est dire quand même la violence Quand on s'intéresse au judaïsme d'Algérie, Constantine, c'est une ville très particulière. D'abord parce qu'elle est, comme vous le dites, comme vous l'évoquez, avec des ravins, c'est une ville où on a le vertige très facilement. Et ensuite, le judaïsme algérien lui-même s'est construit par rapport au reste de l'Algérie comme étant
très un peu renfermée, en même temps très rigoriste par certains côtés. C'est une ville où les Juifs ont parlé l'arabe très tard. Oui. Contrairement à Alger, par exemple. C'est une ville où ils ont parlé berbère pendant très longtemps. Ils ont parlé le berbère et ensuite ils se sont arabisés. C'est une ville très conservatrice. C'est aussi la capitale du conservatisme algérien. C'est une ville des femmes. C'est une ville dans laquelle les femmes s'habillent en noir, tout en noir, encore aujourd'hui, alors que les femmes d'Alger s'habillent en blanc. C'est vrai que c'est une ville âpre, difficile à appréhender. Pour raconter votre famille maternelle, quelles sont vos sources? Il y en a beaucoup. Il y a des sources qui sont vraiment de ma famille, toutes les histoires orales, voilà, tradition orale. Sources orales, tout à fait. À chaque repas, le livre commence par un repas. Alors, il est inspiré de ma famille maternelle. C'est pas exactement de ma famille maternelle que je mets en scène. C'est inspiré de cette famille. Ça reste un roman. Samuel, qui est donc mon alter ego dans ce livre, Samuel Vidouble, il écoute tous les récits qu'on lui raconte. Et donc le livre, c'est un chandelier de papier qui est construit. Ça commence pendant un dîner de Hanouka, pendant le dernier dîner de 2007, de Hanouka 2017. Et à chaque fois, une femme allume une bougie et récite une prière et raconte une histoire, raconte une date symbolique pour la famille, et aussi symbolique pour l'histoire de l'Algérie et de la France. Et pour la légende familiale, parce qu'il y a beaucoup de légendes d'ailleurs. Hein. Beaucoup de légendes. De toute façon, on cherche pas C'était une des sources. Les autres sources, il y a les archives. J'ai fait beaucoup de recherches dans les archives. Aix-en-Provence. Oui, tout à fait. Aix-en-Provence. Dans les archives nationales d'outre-mer, j'ai eu à la fin j'avais quasiment terminé le livre quand je suis tombé sur le dossier de mon grand-père maternel. Et de son suicide. Qui s'est suicidé en 1957 à l'acmé de la guerre d'Algérie, vraiment le plus difficile, en pleine bataille d'Alger. Le 3 juillet 1957, il se suicide. Et c'est vrai que ça a été un choc. Alors le livre était quasiment terminé, je savais déjà beaucoup de choses sur lui, mais c'est vrai que j'ai découvert des choses en découvrant ce dossier et j'ai souhaité les mettre dans le livre. C'est un livre très riche. Très coloré bien sûr, mais avec beaucoup de drame. Hein. Donc, la première chose déjà qui m'a frappé dans votre livre, ce sont les femmes qui racontent. D'ailleurs, ça s'appelle Les Méditerranéennes, c'est un livre sur les femmes. Les hommes ils ont un peu disparu là. Ils racontent pas. Dans ma famille, c'était les femmes qui parlaient, et c'est toujours les femmes qui parlent aujourd'hui. La preuve, je vous parlais de ce dossier. Quand j'ai trouvé ce dossier donc de ce grand-père, Robert Shalom Babou Attali. J'ai tout scanné avec mon appareil photo. J'ai scanné c'était très épais, toutes les pages de ce dossier. J'ai ramené ça à ma famille, je leur ai montré. Ça n'intéresse que les femmes. Les hommes ne parlent pas. Pourtant ils l'ont connu. Mon oncle, qui était son gendre, quand je lui ai montré ça, rien. De même quand je lui montre le livret militaire de son grand-père, de son grand-père, rien. Aucune réaction. Il faut dire qu'il a fait la guerre d'Algérie. Il est né en 1936, il a fait la guerre d'Algérie, c'est la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Ils ont fait la guerre sur leur propre terre. Ils ont fait la guerre du côté de la France sur leur propre terre, contre les Algériens avec lesquels ils vivaient tous les jours. Et en revanche, les femmes parlaient beaucoup pendant les repas. Et il fallait beaucoup de patience pour les écouter, parce que on avait l'impression qu'elles racontaient toujours les mêmes choses, mais à chaque repas, il y avait une nouvelle histoire qui surgissait, ou un petit détail, une petite bribe que je ne connaissais pas. Et ça c'était très émouvant, et c'est vrai que je les ai beaucoup écoutés quand même. Et comme je les ai fait beaucoup parler, je suis allé moi-même en Algérie. À Constantine. À Constantine. Samuel, donc mon alter ego, il va en décembre 2019. Moi, j'y suis allé un peu plus tard, en janvier 2020. Quand je suis revenu, je leur ai montré les photos, et là, ça a délié les langues, vraiment. Mais c'était important, ce voyage, pour écrire le livre? Oui. En fait, j'avais commencé le livre, j'avais écrit entre 100 et 200 pages. J'ai presque tout jeté après. J'ai fait le voyage et j'ai jeté presque tout ce que j'avais écrit. Est-ce que c'est le génie des lieux, c'est les parfums, les odeurs? Ça a fait de ce livre un livre vivant. Sinon, ça aurait été un livre mort, ça aurait été un livre d'histoire en fait. Je commençais
En fait, je commençais avec un chapitre dans lequel finalement je racontais l'histoire. Je partais d'un tableau, en fait. J'avais besoin d'un tableau. Je mettais pour raconter notamment cette prise de Constantine. J'étais parti d'un tableau qui est très connu, qu'on trouve à Versailles, qui décrit justement la brèche. On le trouve quasiment dans tous les livres d'histoire. Moi, j'ai enseigné l'histoire. Samuel, mon alter ego, enseigne lui-même l'histoire. Il est prof d'histoire géo dans un lycée de banlieue. C'est important dans le livre. Et c'est vrai que j'étais parti de ce tableau. Et finalement, le tableau, je le décris plus du tout dans le livre. Donc, il y a des pages entières. J'ai jeté 100 à 200 pages pour rentrer vraiment dans l'histoire. Par le récit familial et la tradition orale, on a l'impression que vous accréditez quand même une légende, parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé encore, qui est fondamental dans le récit, c'est la Kahéna, la fameuse reine berbère qui a arrêté les armées de l'impérialisme arabo-musulman, donc au 7e siècle. Une légende, bon, la source est Ibn Khaldoun essentiellement, mais il y a une légende qui la judaïse. Il y a eu des tas de choses écrites dessus. Enfin, il n'y a pas la moindre preuve. Non, et d'ailleurs, je n'accrédite pas vraiment les femmes. Les femmes ont tendance, certaines d'autres disent non. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir que donc tout le livre est construit autour de ce chandelier. Le livre aurait pu s'appeler Chandelier. Dans un livre précédent, je racontais l'histoire d'un sabre. C'est un peu la guerre et la paix. Alors, c'est aussi une histoire de drame. C'est une saga très colorée, très vivante, que vous avez rendue très vivante par votre plume, mais il y a quand même, c'est ponctué par des drames, parce que vous racontez aussi l'histoire de l'Algérie et du Constantinois, donc de la région, qui était un département français. Il y a tout de même le pogrom. Il y a un pogrom en 1934. Alors, je trouve que vous n'êtes pas trop loin sur quand même quelque chose qui a beaucoup marqué les Juifs de Constantine, qui est l'assassinat de cher Raymond Léris. Oui, mais c'est raconté dans tellement de livres. Vous savez, dès qu'il y a un livre sur les Juifs de Constantine, vous avez le droit à l'assassinat de cher Léris, qui a été vraiment qui a sonné le départ pour beaucoup. Un grand musicien, donc. Voilà, ça a été pour beaucoup. Figurez-vous que dans le livre, je raconte quand même un moment, c'est que ma tante, et donc la tante de Samuel, celle qui s'appelle Déborah, qui est aussi un des personnages qui est après Mamie Baga, la grand-mère, qui est le personnage féminin le plus important, se marie ce jour-là dans une des synagogues de Constantine. Et là, on entend tout d'un coup, on a tué cher Raymond, et donc ça a été un cataclysme. Pour les Juifs de Constantine, ça a été le signal du départ. Ça a été le signal du départ. Pour beaucoup d'entre eux sont partis à ce moment-là, mais dans ma famille, ils vont attendre quand même 1962. D'ailleurs, on s'est demandé même si cet assassinat, dont on n'a jamais retrouvé le commanditaire, si c'était pas délibéré pour faire partir les Juifs. Et oui, et figurez-vous, je le raconte aussi à un moment dans le livre, il y a une rumeur qui court en Algérie, qui dit que c'était un agent du Mossad. Donc vous voyez à quel point ça fait partie des fantasmes, de tous ces fantasmes qu'on retrouve dans des pays comme l'Algérie. Alors votre Samuel, il faut quand même le dire, va tomber amoureux d'une Jamila, tout à fait, berbère. C'est important, oui. Alors au début, il pense que les Juifs, parce qu'en fait, ça se passe. En fait, on est le 11 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. C'est la grande manifestation dans Paris, et elle fait partie des rares personnes qui portent une pancarte je suis hyper cachère, et pas une pancarte je suis Charlie. Et donc lui, il la voit, il se dit oh la belle juive, parce qu'il se dit voilà, c'est enfin dans ma famille on veut que j'épouse une juive. Il est tout de suite c'est le coup de foudre en fait, il la voit, c'est le coup de foudre dans la manifestation. Et il se dit, je vais enfin, je vais pouvoir faire plaisir à ma mère, c'est ça, et à mes tantes. Et donc, ils passent la nuit ensemble, et au lendemain de cette nuit, elle lui dit qu'elle s'appelle Jamila. Et alors là, un peu de perplexité, mais surtout, elle lui révèle qu'elle vient de Guelma. Et la famille de Samuel a quitté Constantine pour aller à Guelma parce que le grand-père a été muté à Guelma. Où il était agent comptable pour la société indigène de prévoyance de Guelma et de Louet-Cherf, comme elle s'appelait. Et il est présent sur les lieux du massacre du 8 mai 45. Donc, c'est pour ça que le chapitre qui est consacré à 1945, donc chaque chapitre c'est une date de cette histoire de l'Algérie, et une date de la légende familiale, mais le chapitre consacré à 1945, en fait, il est raconté par Jamila, parce que je voulais intégrer l'autre point de vue de l'histoire. Je me suis dit, ça serait quand même important
de faire parler les autres. Parce que jusque-là, je ne fais parler que les Juifs, mais c'est quand même un pays qui est essentiellement peuplé d'Arabes musulmans. Et c'est vrai que quand il va découvrir ça, ça va être un petit peu le froid entre eux, ça va être difficile, il va falloir recoller les morceaux, parce qu'elle lui dit, donc tu viens de Galma, donc ta famille, elle a peut-être participé au massacre, parce qu'il y a des Juifs qui ont participé à ce massacre de Galma, comme les autres, comme les colons. Alors il y avait essentiellement des colons, mais il y avait aussi quelques Juifs. Et moi, je saurais jamais, et c'est quelque chose qui me turlupine beaucoup. J'avoue que j'ai fait beaucoup de recherches, en me disant que je vais peut-être trouver quelque chose sur mon grand-père. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc il va y avoir des massacres, on va compter les morts en centaines, voire en milliers, et les corps vont être brûlés par des prisonniers italiens dans des fours à chaux du moulin Lavie, à côté de Guelma. Et les camions qui vont servir à transporter les morts et ensuite à transporter, ceux qui vont être fusillés d'abord, les hommes qui vont être fusillés, ensuite du lieu où ils vont être fusillés à ce four à chaux, ce sont des camions de la société de prévoyance de Loetschef. Donc, là où travaillait mon grand-père. Et j'avoue que ça, c'est quelque chose qui me tourmente un peu. J'essaye de faire parler la famille là-dessus. Je n'ai rien obtenu. Je sais qu'ils n'ont pas pu ignorer ce qui s'est passé parce qu'il y avait une odeur pestilentielle, comme le décrivent les historiens qui régnaient ce jour-là sur Guelma. Je sais que ma grand-mère n'était pas là, puisqu'elle avait mis à l'abri les enfants, elle était partie, mais mon grand-père, c'est sûr qu'il y était. Il était sur les lieux. Donc il a été témoin de ce massacre. Joachim Schnerf, en écoutant Emmanuel Ruben raconter son livre, vous n'avez pas l'impression que la transmission, on n'en sort pas, décidément? J'ai l'impression qu'on n'en sort pas, et même qu'on y prend un peu du plaisir. C'est une obsession? Oui, mais en tout cas, c'est quelque chose d'omniprésent. Emmanuel commençait son intervention par les repas de famille. C'est vrai que ces repas-là sont importants parce que ce sont des moments, et notamment dans l'année juive, en plus, régulièrement on se retrouve autour des repas pour célébrer des fêtes comme ça qui viennent marquer l'année. Et à chaque fois, il y a une petite histoire qui sort. Et on commence à tirer le fil de cette histoire, et en fait, on est déjà dans la généalogie, on est déjà dans l'histoire de famille, et du coup, la transmission est omniprésente, je trouve, autour de la table, dans les familles. C'est une injonction chez les Juifs. Le livre de Yerushalmi le prouve, Zahor, qui est là vraiment l'injonction. Et je rappelle le livre qui a été très important pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est le livre de Philippe Roth, Patrimoine, qui se termine par « Il ne faut rien oublier ». Sont les derniers mots de Bien que Philippe Roth ne veuille surtout pas se positionner comme un écrivain juif. C'est vrai. Ça, il y tient énormément. Il y tenait énormément. Mais vous, Lola Lafont, c'est peut-être pas la transmission que vous avez retenue, parce que c'est pas le problème de votre livre. C'est pas le problème, mais c'est impossible. En fait, si on parle de famille, c'est-à-dire que moi, ça me fascine vraiment beaucoup ces conversations, parce que finalement, moi, je viens d'une famille où la généalogie s'arrête, où il y a vraiment un gouffre et où il faut apprendre à renoncer, parce que parfois on ne trouve pas les traces, et que donc justement, il n'y a pas de grand repas de famille, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de récit, et que je me suis heurtée très vite. C'est pour ça que je savais que ce récit ne pourrait pas être une grande recherche que sont devenus mes arrière-grands-parents, parce qu'en fait, quand j'ai interrogé mon grand-père, que j'étais adolescente, d'abord il refusait de parler russe, donc il y avait des langues qu'il parlait plus, les pays où il n'allait plus, et les gens dont il ne parlait plus. Et ses sœurs sont toutes mortes dans les convois qui les menaient à Auschwitz, et donc c'était impossible de le faire parler, et pour le coup, dans ma famille, il existe une photo. Voilà. Donc c'est plutôt là c'est le vide. Dans la famille maternelle d'Emmanuel Ruben, je vais dire presque c'est le trop-plein, tellement il y a Oui, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même comme c'est un roman, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai inventées, qui sont fictionnelles. J'ai réinventé, il y a beaucoup de fiction dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a en creux, à un moment, j'ai hésité parce que j'ai pensé peut-être à insérer des photos dans ce livre. Je me suis dit qu'il valait mieux pas le faire parce que c'était un roman et mettre des photos aurait été une erreur. Mais il y a quand même une photo il y a quelques photos qui ont dicté mon écriture. En dehors de cette photo qui fait la couverture, il y a une photo de mon grand-père qui s'est suicidé en train de grimper un câble quand il était matelot, où il défie un peu le vide, le vertige. Et puis il y a une autre photo de celui dans la famille, donc mon arrière-grand-oncle, Frej Ben Saïd, qui a été raflé. Parce qu'on pense souvent que les Juifs d'Algérie ont échappé à la Shoah, mais ceux qui se trouvaient en France, et lui était le seul de la famille à se trouver à Paris.
Il a été raflé, parmi les premiers qui ont été raflés, en 41. Il suffit d'aller voir le mur des noms. Et il est présent. Son nom. Au mémorial de la Shoah, il y est. Et je suis allé au mémorial de la Shoah et on m'a demandé des renseignements sur lui, mais j'ai très peu de choses. J'ai 3 photos, en fait. J'ai une photo où on le voit seul. J'aimais bien cette photo. J'aurais voulu la mettre dans un roman parce qu'elle a quelque chose de très romanesque. En fait, c'est un dandy proustien. Il a quelque chose vraiment, il est habillé vraiment comme un dandy proustien. Et il a tout fait pour masquer on voit cette photo. À aucun moment on pourrait penser que c'est un juif berbère. Il y a rien qui le laisse transparaître. Il a tout fait pour s'assimiler, il a tout fait pour être français. Il était fonctionnaire aux hôpitaux, aux hospices civils de Paris. Il a été raflé en juin 41. Mais Lola Lafont, quand vous écoutez Emmanuel Ruben, et notamment sa propre quête d'identité, vous ne trouvez pas qu'on peut choisir son identité? C'est votre cas? Mais finalement non. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir l'illusion de la choisir et puis qu'à un moment donné, on se retrouve peut-être par l'actualité, parce qu'on vit tous quand même dans le même monde, on est quand même entouré des mêmes faits, des mêmes crimes, des mêmes attentats. À un moment donné, il faut choisir son camp, comme vous avez dit tout à l'heure, et que donc on est ramené à une sorte de fidélité aussi. Moi, j'avais dans ma poche pendant la nuit, dans l'annexe, la médaille que m'a offerte ma grand-mère, qui est une médaille Anne Frank, et qu'elle m'a donnée en me disant simplement il ne faut pas l'oublier. Je ne savais pas s'il ne fallait pas oublier Anne Frank ou autre chose. Et donc, vous la donnez il y a longtemps? Ah oui, j'avais 13 ans. Oui. Et voilà, je l'ai gardée. Donc il y a quelque chose. Donc oui. Et puis, juste avant de commencer cette émission, on parlait des objets, et les objets, c'est quelque chose d'éminemment littéraire pour moi et de très important, parce qu'à la fois, ils sont complètement insignifiants quand ils sont pas précieux, et en même temps, ils charrient des histoires, des souvenirs, des peines aussi. Et si je suis allée passer la nuit dans un lieu qui était vide d'objets, j'y suis allée avec un objet très précieux aussi. Eh bien, merci à tous les trois. Je donne maintenant 2 coups de cœur, selon la tradition, 2 coups de cœur de 2 livres qui sont parus également en même temps que les vôtres. Celui de Chloé Cormand, Les Presque Sœurs, aux éditions du Seuil, qui porte sur la bande rouge l'incipit du livre, qui est une très belle phrase. Certaines histoires sont comme des forêts. Le but est d'en sortir. C'est l'histoire de 3 orphelines de la guerre, non pas après la déportation, mais pendant la guerre, et on les suit de camp d'internement en foyer d'accueil de Bonne-la-Rolande à Paris. C'est très fort, très émouvant, et comme votre livre, c'est dénué de pathos. Et puis l'autre livre, c'est une réédition d'un classique de l'histoire contemporaine qui était paru en 1992 aux États-Unis. C'est un historien, professeur aux États-Unis, Christopher Browning, qui a écrit ce livre vraiment fondamental, intitulé Des hommes ordinaires, qui est une enquête sur le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne. C'est paru aux éditions des Belles Lettres, et c'est Jean-Claude Zilberstein qui a eu la bonne idée de le ressusciter dans sa collection. C'est un livre fondamental sur la Seconde Guerre mondiale. Le titre dit tout, Des hommes ordinaires. Voilà, merci à tous les trois à nouveau. Merci D'avoir participé à cette premier numéro de notre émission littéraire sur Academ. Et puis je vous dis à bientôt.